Je suis le créateur du podcast La journée commence par le rêve. Très bon podcast que je vous conseille toutes et tous, évidemment. Ça, c'est moi. Avant, pour moi, il n'y avait que la science qui existait. La spiritualité, je ne voulais pas en entendre parler. Sur scène, devant 400 personnes, lors d'un congrès organisé par Approche Transpersonnelle. Le résumé de l'existence, pour moi, c'était rien, naissance, vie qui n'a pas de sens, mort, rien. Voilà. Ça met l'ambiance, je sais, mais... Pour le 4e épisode de cette série sur la mort de mon père... Mon père était anarchiste. La spiritualité, c'était pour asservir le peuple. Enfin, j'ai entendu ces discours-là pendant toute mon enfance, donc forcément, aller dire que je m'intéressais à l'alchimie ou que j'avais envie de lire la Bible, c'était pas ouf, quoi. Tout s'est aligné pour une rencontre avec Dominique Nora, grand reporter au Nouvel Obs. Dominique Nora qui a surmonté le deuil de son frère et de sa maman par les psychédéliques. Donc tout de suite j'ai vu le lien, l'intérêt. Un échange touchant. Voilà la raison de ma présence ici. Dont voici le condensé. Dominique Nora, on va vous présenter. D'abord, vous êtes grand reporter au Nouvel Obs, spécialiste de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies. Votre dernier ouvrage nous emmène dans un tout autre univers, celui des thérapies utilisant des substances qui modifient la conscience. Il s'intitule « Voyage dans les médecines psychédéliques » et il est publié chez Grasset. Dominique Nora, vous êtes né en 1958 dans une famille où lecture, écriture et débat d'idées occupent une place centrale. Votre père, Simon Nora, résistant et haut fonctionnaire, rencontre votre mère, Léone Georges Picot, diplômée de Sciences Po et chef adjointe de cabinet, alors qu'ils travaillent tous les deux auprès de Pierre Mendès France, président du Conseil des ministres. 5 ans avant votre naissance, votre mère a participé à la création du magazine L'Express. Elle jouera également plus tard un rôle clé dans la création du musée d'Orsay, dans le lancement de la chaîne de télévision France 3, et elle dirigera le service de presse des éditions Gallimard. Avec un tel environnement marqué par la politique, la culture et les médias, on pourrait imaginer que vous allez naturellement suivre cette voie, mais vous choisissez d'abord l'agronomie à l'Institut national de Paris, et vous commencez votre carrière au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire au début des années 80. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que petite, il vous arrivait de partager la niche du chien. Waouh, vous êtes bien renseigné. Est-ce une connexion particulière avec la nature et les animaux qui vous a guidé dans ce début de carrière ? Alors, c'est intéressant parce que mes parents, effectivement, c'était beaucoup dans le mental, dans l'intellectuel. Et moi, toute petite, en fait, j'étais plutôt dans la connexion avec la nature et surtout avec les animaux. Effectivement, à 2 ou 3 ans, je vivais dans la niche du chien. Lorsque mon père était à la CECA, donc au Luxembourg, et... on vivait à la campagne et c'était un peu mon refuge. Et ensuite, mon père, évidemment, voulait que je fasse l'ENA. Donc j'ai résisté beaucoup, mais il fallait quand même faire une prépa à une grande école. Et comme j'aimais les animaux et la biologie, ça a été l'agronomie. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur agronome, j'ai interviewé pour avoir un job. Et par exemple, dans des coopératives agricoles, etc. Et je faisais l'interview, je me disais, pourvu qu'ils me proposent pas un job, ça a l'air tellement ennuyeux ce qu'ils me proposent. Et c'est comme ça que j'ai ensuite viré dans le journalisme, qui est un métier merveilleux, parce qu'en fait, on peut s'intéresser à exactement ce qu'on veut, sauf que je suis devenue journaliste à un moment où tous les journalistes étaient au chômage, et pour trouver du boulot, il fallait faire de l'économie. Parce qu'aucun journaliste ne voulait être journaliste économique, ils voulaient tous faire de la culture ou de la politique. Et voilà, je suis devenue journaliste économique. Ensuite, sur l'informatique, parce que ces innovations Internet sont en train de bouleverser le monde. Vous étiez à ce moment-là journaliste et à une époque pour moi charnière qui était celle autour de l'an 2000. Vous avez publié en 1995 Les Conquérants du cybermonde. Vous avez décrit un bouleversement numérique profond, aussi profond que la révolution industrielle. Vous avez rencontré Roberto Di Cosmo, qui est diplômé de la Scuola Normale Supérieure de Pise, qui est devenu maître de conférences en informatique à l'École Normale Supérieure de Paris. Là, vous avez signé le Hold Up planétaire avec lui, livre qui évoque Microsoft et les dérives d'abus de position dominante avec Internet Explorer et Windows. 20 ans après, vous avez publié Lettres à mes parents sur le monde de demain, qui a pris la forme d'un échange épistolaire. On y a découvert des steaks de synthèse, des cerveaux augmentés, des automates qui remplacent les travailleurs, des cours en ligne, des drones livreurs, l'argent virtuel. Je vivais à San Francisco, donc tout ça a été apporté. C'est le lieu de l'innovation par excellence. En fait, si on reprend depuis 2000, ça a été extrêmement rapide. Donc, est-ce que vous aviez conscience que l'évolution numérique allait se produire à cette vitesse ?
Comme j'avais envie de faire ce livre parce que je voyais qu'Internet était un phénomène majeur. Après, ce que j'ai pas vu venir, c'est l'intelligence artificielle, parce que ça, il y a une accélération phénoménale et assez inquiétante de tout ce monde. Dans mon intérêt pour l'innovation, voilà, ça s'est retrouvé dans ces sciences, en fait, de l'utilisation des psychédéliques qu'on redécouvre et où il y a un continent médical entier, à mon avis, qui peut se développer à partir de là. Oui. Alors en octobre 2020, vous perdez votre grand frère des suites d'une leucémie. 2 mois plus tard, vous quittez la direction du Nouvel Obs pour redevenir journaliste. Durant les vacances de Noël, sur les conseils d'une amie qui habite New York et qui a suivi une thérapie psychédélique, vous lisez Voyage aux confins de l'esprit du journaliste américain Michael Pollan. Alors que vous traversez une période trouble et sombre, vous venez également de vous séparer du père de vos 3 enfants après 30 ans de vie commune. Le sujet des psychédéliques vous fascine et vous donne envie d'enquêter pour le Nouvel Obs. Vous rencontrez plusieurs voyageurs et praticiens qui proposent des thérapies illégales. Tous vous disent que vous ne pouvez pas écrire sans avoir essayé. Votre mère, que nous avons évoquée au début de cet entretien, décède le 27 février 2021 à l'âge de 92 ans. 10 jours plus tard, vous acceptez d'entreprendre une psychothérapie brève et clandestine avec celui que vous appelez Claude dans votre livre, recommandé pour son sérieux. Après une séance de préparation, vous prenez de la MDMA, produit qui suscite des états modifiés de conscience propices à l'introspection. Claude met de la musique, veille sur vous, vous donne du griffonium pour amortir la descente. Lors de la 3e séance, dite d'intégration, vous remarquez que vous avez dépassé le deuil de votre maman et remis en perspective votre enfance, votre éducation. Vous dites avoir atteint la face cachée de la conscience. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre état d'esprit avant, pendant et après cette expérience? J'avais déjà travaillé sur moi. J'avais un certain âge, puisque un petit peu moins de 60, on va dire. Donc je connaissais un certain nombre de choses par rapport à ma psyché, on va dire, à ma famille, aux relations. Mais quand j'ai pris cette MDMA, donc 10 jours après la mort de ma mère, et c'est pas anodin parce que mes 2 parents étaient morts aussi, ça a été un choc incroyable, d'une puissance incroyable. Et je peux dire en fait que pour la première fois de ma vie, je me suis aimée en fait. Mais j'avais fait de la psychanalyse, mais la psychanalyse, comme chacun sait, on parle avec quelqu'un, mais on parle avec son mental. Là, le mental n'était plus là. Et c'était les tripes, c'était le cœur qui commandait. Et je me suis aimée, je me suis admirée. Je me suis dit, waouh, t'as tenu 30 ans avec ce monsieur qui est le père de tes 3 enfants, qui est quelqu'un d'absolument charmant, etc., mais qui t'a pas forcément fait du bien tout le temps. Tes parents sont extraordinaires. J'ai eu des parents extraordinaires. Mais j'ai le droit de penser, en prenant de la MDMA, qu'ils m'avaient pas forcément conseillé ou aiguillé vers la vie qui me convenait. Bon, j'ai résisté à l'ENA quand même, ce qui était avec mon père, ce qui était quand même assez fort. Mais bon, on a vu que l'agronomie, c'était parce que j'aimais les animaux, mais j'avais pas une âme d'ingénieur agronome. En fait, moi, je voulais être artiste, je voulais faire les beaux-arts ou les arts déco, mais on m'a dit non, tu ne gagneras jamais ta vie si tu es artiste, donc tu es doué à l'école, fais une grande école. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que tout à coup, on s'autorise à penser des choses que je m'étais jamais autorisé à penser consciemment sur des gens que j'adore et qui m'adoraient. Donc, pour moi, ça a été la révélation, ça a été la catalyse en fait d'une psychothérapie où tout à coup, ça explose les barrières mentales, affectives ou psychiques qu'on a. Et c'est vraiment le cœur et les tripes qui parlent et on se rencontre soi-même, son moi profond. C'est-à-dire la petite fille qui allait dans la niche du chien, pas la journaliste. Donc, l'état d'esprit avant, c'était... En fait, j'y allais, mon intention, c'était de retrouver mes morts, en fait, mon frère, ma mère. Et il y a eu d'ailleurs une expérience de danse très, très... très belle et très joyeuse avec eux au début de la séance. Mais ensuite, ce que j'ai pensé, c'est ma mère, c'est elle c'est elle, et moi, c'est moi, et moi, je suis pas elle. Et enfin, c'est aussi bête que ça et aussi simple que ça, mais ça m'a permis d'essayer de penser à moi en me disant, maintenant qu'elle est morte, où est-ce que je vais, qui je suis, qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, ça peut être... C'est un peu trivial quand c'est dit comme ça, mais c'était très profond. Et comme j'avais déjà travaillé sur moi, ça a été ensuite très très vite
Et il y a eu un déclic qui fait que je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Aussi simplement que ça. Et est-ce que votre vie, vous pensez, aurait été différente si vous aviez pris de la MDMA plus jeune? Oui, radicalement, je pense. Oui. Je pense que je serais devenue artiste. Ok, vous seriez affranchie alors plutôt peut-être. Mais comme mes parents, enfin surtout mon père, avait dit tu dois être indépendante, tu dois faire des études, tu ne dois jamais dépendre de ton mari. Ce qui était louable, surtout pour un père féministe. Lui, il était né en 1920, c'était rare et c'était bien. Mais il pensait que c'était mieux de faire l'ENA ou une grande école ou devenir ingénieur que de devenir artiste. Ou vétérinaire d'ailleurs, parce que c'était mon deuxième choix. Mais non, mais c'est un peu trop étroit. L'agro, ça mène à beaucoup plus de choses. La preuve, en fait, il avait peut-être pas tort. Je suis journaliste comme ma mère, économique comme mon père. Donc, bon, j'ai pas complètement échappé au surmoi. Alors après une deuxième expérience avec de la MDMA, vous ressentez le besoin de reprendre une psychothérapie de 6 mois pour creuser des révélations, des questions non résolues. Vous mettez à méditer, engagé sur un chemin de mieux-être. C'est un aspect qui revient d'ailleurs plusieurs fois dans votre livre, l'après, de nouvelles routines de vie, se mettre à la musique, au dessin, faire du yoga, méditer, parler à son enfant intérieur, prêter attention à son corps. Alors je me suis demandé si finalement le changement était vraiment lié à la prise du produit ou à ce qu'on met en place après. Non, mais je pense que le produit, il libère ce qui est déjà en vous, mais ce qui est enfoui ou ce qui n'est pas assumé. Et je veux dire, moi, petite, je passais mon temps à dessiner. Voilà. Bon, j'ai pas repris une pratique artistique, mais c'était mon désir, c'était mon inclinaison. En fait, le produit, c'est une manière de s'autoriser, en fait, à barrer le mental et à écouter qui on est profondément. Et ça, c'est un chemin qui est jamais terminé. Donc, effectivement, j'ai fait une deuxième expérience 1 an après, aussi avec de la MDMA, plutôt avec une femme, parce que je voulais creuser plutôt des sujets féminins. Mon expérience était beaucoup moins spirituelle, beaucoup plus psychanalytique, et je pense que j'en ai profité. Et encore une fois, c'est vraiment un cas particulier, mais parce que j'étais à un âge mûr, parce que mes parents étaient morts, parce que j'avais déjà travaillé sur moi-même, parce que je connaissais aussi certains traumas qui sont revenus sous MDMA, parce que c'est une substance qui fait remonter. Non pas que c'est des traumas que j'ignorais, mais j'ignorais leur importance dans mon existence. Et donc, retravailler sur tout ça à mon âge a été extrêmement bénéfique. D'ailleurs, mon thérapeute m'a dit « Vous avez passé le mur du son ». Encore une fois, ça c'est moi. Chacun a des expériences extrêmement différentes et je ne conseille à personne de prendre de la MDMA, évidemment, surtout pas. À l'été 2022, vous devenez membre de l'Église des plantes entéogènes, des plantes ou champignons qui modifient la conscience poursuivant un but religieux, dans un lieu appelé Zaid d'Or, situé à Oakland, en Californie. Le principe est étonnant pour nous les Européens. Aux États-Unis, la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution. Et depuis 1993, certaines substances psychédéliques peuvent être utilisées dans un cadre spirituel ou de culte. Il suffit d'être recommandé par un membre existant, en l'occurrence l'une de vos connaissances du milieu de la tech, de remplir un formulaire en ligne et d'accepter les plantes comme faisant partie de sa foi. Une fois admise, vous êtes invité à vous rendre sur place pour recevoir les sacrements. Un menu vous est proposé avec en cadeau de bienvenue une friandise cookies and cream contenant 0,4 g de psilocybine. On s'interroge sur l'authenticité de ce genre de démarche spirituelle. Est-ce que cette façade religieuse qui exploite finalement un flou juridique ne dessert pas le sérieux d'études scientifiques sur le sujet? Alors, il y a beaucoup d'églises ou de temples psychédéliques aux États-Unis. Celui-là était quand même, pour moi, c'est un commerce déguisé on est d'accord, oui. en temple. Voilà, on vous donne un menu, d'un côté le cannabis, de l'autre les champignons. Et ensuite, pour votre sacrement, ça coûte $70. Bon, c'était clairement un business. D'ailleurs, ils ont eu des petits problèmes avec la police de San Francisco, parce qu'il y a quand même eu un raid dans leur temple entrepôt. Cela dit, aujourd'hui, en Californie, on trouve des champignons dans les smoke shops qui vendent du cannabis. Ce n'est pas légal, mais c'est plus une priorité par rapport à la répression policière. De plus en plus aux États-Unis, il y a un mouvement de décriminalisation, voire de libéralisation dans des conditions encadrées des psychédéliques. Le Nouveau-Mexique maintenant s'y met également.
Pour l'instant, effectivement, les seules choses vraiment légales, ce sont ces églises. Il y en a de plus ou moins sérieuses. Enfin, si on prend Santo Daime, par exemple, c'est un vrai culte brésilien et il est exercé aux États-Unis. Maintenant, il y a des églises qui ne se forment uniquement pour vendre ces substances ou pour vendre des expériences avec ces substances. Mais il y en a, par exemple, l'endroit où j'ai fait mon expérience ayahuasca, c'est une chamane qui est formée complètement avec les Shipibo du Pérou. Et les gens qui viennent chanter les Icaros vivent dans la jungle, etc. Donc, il y a différents degrés de sérieux, du business, disons, à peine déguisé en temple, à l'église véridique, où il y a des sacrements qui sont effectivement donnés et où c'est pas uniquement mercantile. Au printemps 2024, vous décidez donc de vivre cette retraite à l'ayahuasca. Vous avez de riches hallucinations visuelles, certaines les yeux grands ouverts, et un dialogue mental aussi sérieux que comique avec la plante elle-même. Et alors, il y a cette traversée, moi, qui m'a marqué dans votre livre. Vous revivez des scènes de votre vie, depuis l'état de fœtus jusqu'à l'enfance, et vous assistez à votre propre enterrement. Alors, ce moment de mort est accompagné par des chants, des mantras, une sorte de rituel funéraire doux, et se termine sur l'image d'un corps en décomposition transformé en terre fertile. Alors, est-ce qu'on est dans le symbolisme induit par la plante, ou est-ce qu'on touche à une dimension spirituelle, là, selon vous? Oui, là, c'était un peu spirituel, mais bon, c'est... Moi, en fait, mon intérêt personnel, il est plus psychanalytique que spirituel. Mais avec l'ayahuasca, comme on l'a compris, c'est difficile de pas être en tout cas dans les hallucinations et dans le dialogue avec cette plante et cette médecine. Et c'est vrai que j'ai fait 3 nuits avec l'ayahuasca et que les 2 premières étaient uniquement hallucinatoires, en fait, avec des images de serpents, de plumes, de joyaux, cette nausée aussi. Mais j'avais l'impression de rien apprendre sur moi-même. Et la 3e nuit, en fait, la chamane m'a donné double dose. Et aussi, j'avais préparé le voyage avec son mari, qui est psychothérapeute. Donc, ensuite, j'ai eu ce voyage très psychanalytique où, toujours ma maman. Hein. Moi, je croyais naïvement que mon problème, c'était mon papa dans la vie, comme toutes les filles. Mais en fait, après la mort de ma maman, je me suis aperçue que ce mimétisme que j'avais avec elle, en fait, avait beaucoup occulté qui j'étais réellement. C'était quelqu'un de merveilleux, ma maman, hein, mais c'était un peu l'image d'une sainte. C'est toujours le parent avec qui on pense qu'on n'a pas de problème, mais en fait, on a un problème. Quoi. Voilà, exactement. C'est classique, ouais. Et donc, là, il se trouve que on dit toujours il faut parler avec son enfant intérieur. Là, j'ai parlé avec le fœtus intérieur. C'est-à-dire, j'ai ressenti comme si j'étais le fœtus dans l'utérus de ma maman, qui était enceinte et qui était en dépression. Bon, il se trouve que je suis née 10 mois après ma grande sœur, quand même. Donc, dès le départ, je savais que c'était pas forcément fait exprès. Et je ne sais pas si ma maman était en dépression en m'attendant, mais c'est comme ça que c'est sorti sous ayahuasca. Donc, ça veut dire que je ne me sentais pas forcément accueillie et qu'ensuite, sous ayahuasca, j'ai vécu la naissance de cette petite fille et puis au fil de son enfance, elle sentait qu'elle dérangeait. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce que soit vrai ou pas vrai, en fait, c'est la perception que j'avais de mon vécu enfantin. Et je trouve que c'est très très riche pour le coup. Dès les années 50, les pionniers de la recherche psychédélique, des figures comme Humphrey Osmond, Aldous Huxley, Alucard, intègrent dans leur approche la dimension spirituelle des substances. Huxley, dans Les Portes de la Perception, écrit que on lui a ouvert une réalité toujours présente autour de nous, mais qui est rendue invisible parce qu'il appelle une valve de réduction de la conscience ordinaire, ce que vous nommez dans votre livre la réalité au-delà de la réalité. Plus récemment, certaines études cliniques ont montré que l'efficacité thérapeutique des psychédéliques est d'autant plus marquée que l'expérience est vécue comme spirituelle ou mystique. Pourtant, dans nos sociétés très, pour ne pas dire trop cartésiennes, où on oppose systématiquement science et spiritualité, la dimension reste taboue. Même aborder ces sujets dans un cadre académique peut paraître suspect. Dans le cadre d'ailleurs de ce podcast, plusieurs chercheurs m'ont confirmé voir leur crédit de recherche s'arrêter pour avoir touché de trop près des sujets plus ésotériques ou spirituels. Pourquoi, selon vous, cette peur de la spiritualité est-elle si profondément ancrée dans les milieux
scientifiques et médicaux? Ça, c'est une question difficile, mais je pense que déjà, d'un point de vue en France, en fait, il y a une méfiance par rapport à cette spiritualité. On est quand même... Rick Deblim, quand je l'interviewais, et je lui ai dit « Pourquoi vous pensez qu'on est tellement en retard sur la science psychédélique en France ?» Il me dit « En France, vous êtes quand même le seul pays qui a réussi à mettre la respiration hors la loi. » Alors, bon, c'était une boutade, mais en fait, oui, il y a eu un rapport parlementaire qui associait la respiration holotropique à une pratique sectaire. Donc, en fait, en France, les seules personnes qui parlent des psychédéliques, c'est le ministère de l'Intérieur, la Miviludes, la Midelka, etc. Heureusement, ça commence à changer. Donc, il y a quand même un chapitre sur la manière dont de jeunes psychiatres ou addictologues se saisissent maintenant de ces thérapies en France. Mais je pense qu'en France, on est vraiment méfiant. Enfin, les milieux scientifiques et médicaux sont vraiment méfiants par rapport à tout ce qu'ils peuvent pas expliquer. Donc, la spiritualité, forcément. Alors aujourd'hui, on parle de thérapie assistée par psychédéliques qui pourrait se développer dans un cadre extrêmement encadré, souvent très coûteux, avec des protocoles médicaux lourds, des formations spécifiques pour les praticiens, des lieux sécurisés, des financements importants. Dans la réalité, la plupart des gens qui consomment des drogues psychotropes le font en dehors de cadre, dans des environnements précaires, parfois violents, souvent sans information, sans accompagnement. Moi je viens du milieu du rock alternatif et clairement on est loin des retraites dans des beaux centres avec des thérapeutes. Donc, est-ce qu'on court pas le risque que ces thérapies ne bénéficient à terme qu'à une poignée de privilégiés capables de s'offrir des cures de bien-être psychédéliques pendant qu'une majorité va continuer à fuir son quotidien glauque dans la drogue? Est-ce qu'on risque pas d'avoir cette différence? Non, enfin justement, moi ce que je pense, c'est qu'il faut au maximum vulgariser, médiatiser, mais de manière sérieuse, les bienfaits éventuels, enfin en tout cas cette piste d'innovation. Enfin, il faut voir l'état de la santé mentale dans le monde. Il y a 300 millions de personnes qui sont atteintes de dépression. Toutes les 40 secondes, il y a un suicide. Et 20 autres toutes les 20 secondes, quelqu'un qui attente, même s'il n'y arrive pas. Donc, il y a une impasse thérapeutique en santé mentale. Je pense qu'en Occident, pour que les thérapies psychédéliques soient intégrées dans la santé, disons la santé publique, il faut passer par l'hôpital et la science et les essais cliniques. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est vulgariser les bienfaits éventuels et aussi médiatiser et mettre en avant les psychiatres ou les addictologues qui travaillent là-dessus à l'hôpital, parce que je pense que ça doit passer par une validation hospitalière, en tout cas en France, pour être accepté, et qu'ensuite tous les psychothérapeutes puissent, s'ils sont agréés, s'ils ont fait la formation, augmenter, disons, leur thérapie avec ces substances, parce que pour moi, tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde a un coup dur, un deuil, se retrouve au chômage, un divorce, une séparation. À un moment, tout le monde est en difficulté par rapport à son mental, et je pense que ces thérapies bien administrées dans un cadre sécurisé, avec des gens formés, peuvent changer la vie de millions de personnes. Les propos de Dominique Norat sont clairs. Elle n'encourage évidemment pas à entreprendre une thérapie illégale et encore moins à consommer des psychédéliques. Mais cette expérience l'a définitivement changée. Elle a été sa porte d'entrée pour surmonter le deuil. C'est d'ailleurs ce qui m'apparaît très clairement après ces entretiens. Il appartient à chacune et chacun de trouver sa porte. Qu'elle prenne la forme d'un médium, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'une substance, d'un arbre généalogique, d'une photo ou d'une cassette, la forme que prendra notre déclic importe peu. Ce qui compte, c'est ce que nous choisirons de mettre en place ensuite, pour poursuivre la route que nous avons encore la chance d'arpenter lorsque nos disparus ne le peuvent plus.